J'ai vu Killers of the Flower Moon au cinéma, le dernier film de Scorsese qui se déroule en terre native et qui met en scène la nation Osage de l'Oklahoma. Et il y a quand même plein de choses qui m'ont sauté aux yeux dans ce film, alors j'ai tout de suite eu envie de vous en faire une vidéo. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, on n'est pas du tout là pour faire une critique cinématographique, mais on va parler d'anthropologie, de sociologie, d'ethnologie. Donc pour vous écrire cette vidéo, je suis allée lire quelques trucs. Je vous laisserai consulter la barre d'informations pour découvrir toutes les sources que j'ai pu trouver. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a beaucoup à dire sur ce film. Normalement, j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas de spoiler dans cette vidéo. Tout ce dont on va parler ici, vous l'avez déjà vu dans la bande-annonce. Encore une fois, c'est pas une vidéo où je vais vous présenter mon avis personnel sur ce film, déjà parce que en soi, on s'en fout un peu de mon avis, mais on va vraiment parler de comment la culture Osage est montrée, comment les autochtones sont représentés au cinéma cette fois-ci. Et en plus, ce film ouvre la porte à de grandes réflexions, vous allez voir. Donc surtout, restez là. Le film raconte donc un bout de l'histoire américaine, mettant en scène une des premières nations qui s'appelle les Osages, des natifs qui vivent depuis environ la fin du 19e siècle en Oklahoma, dans le comté d'Osage qui porte leur nom. Et je voulais commencer cette vidéo en parlant un peu de eux, parce que même si on voit plein de coutumes Osages et tout dans le film, finalement on n'en sait pas plus que ça. D'abord leur nom, Osage, c'est le nom que leur ont donné les colons français en les rencontrant. Leur vrai nom, traditionnellement, c'est Wasazé, et ça veut dire « enfant de l'eau du milieu ». Parce qu'en fait, à l'arrivée des colons, ils vivaient dans les parages de la Louisiane, du Mississippi, de l'Arkansas, du Missouri, enfin bref, le long du fleuve Mississippi, en gros, ce qui donne quand même pas mal de sens au nom « enfant de l'eau du milieu ». J'ai pas vraiment trouvé d'explication à pourquoi les Français les ont appelés les Osages. En général, ce genre de nom, c'est juste parce que les colons n'avaient pas compris ce qu'on leur disait, ou des déformations de mots, ou peut-être qu'en fait il n'y a pas plus d'explications que ça aussi. Par contre, petit truc un petit peu rigolo, les Wasazés donc, appelaient les Français Inchtae, et ça veut dire gros sourcils, et si j'ai bien compris, c'était à cause de leur barbe. Bref, pour la suite de la vidéo, on va quand même les appeler Osages, parce qu'ils sont nommés ainsi dans le film dont on va parler déjà, et parce qu'aujourd'hui c'est quand même sous cette dénomination qu'on trouve le plus d'informations sur cette nation. Et en plus, je suis pas bien sûre de prononcer le nom Wasazé, donc on va rester sur le nom Osage pour faire plus simple. Parmi les choses importantes à savoir sur les Osages, c'est que c'était un peu les kings du commerce. Déjà avec les colons français, parce que oui, petit reminder au cas où, mais la région de la Louisiane, elle a été colonisée par les Français qui ont débarqué là en 1673. Donc les Osages entretenaient des relations commerciales plutôt très bonnes d'ailleurs avec les Français, mais ils avaient aussi des super bonnes relations commerciales avec les autres Premières Nations, parce que du fait de leur position géographique, eh ben, ils étaient un peu la plaque tournante entre les peuples des forêts de l'Est et les peuples des Grandes Plaines. Donc les Osages étaient très puissants, très riches et avaient plein d'alliances économiques. Sauf que, à partir de 1803, les Français vendent la Louisiane aux autres colons, aux Américains, et en 1806, le président Thomas Jefferson nomme un gars qui s'appelle Lewis Meriwether en tant que ce qu'on appelait agent des Indiens, entre guillemets, de la région. Donc en gros, un gars qui va gérer les natifs du territoire colonisé. Et ce gars-là, il trouve que les Osages sont un peu trop puissants, ils sont pas franchement alliés aux Ricains, il y en a parmi eux qui étaient plutôt des alliés français, et même pour couronner le tout, dans les relations entre Premières Nations, il y a des raids, traditionnellement, et les Osages, ils sont plus forts que plein d'autres Premières Nations dans ces raids, et ils dépouillent souvent les autres, qui elles sont pourtant des alliés des Américains. Donc ce bon vieux Lewis, eh ben, il veut se les faire, ces Osages, et il va fournir toutes les nations autochtones rivales en armes, en munitions et tout, et il va leur demander de chasser les Osages hors de leur pays. Et c'est ce qu'on appelle communément un grenache. Petit à petit, les Osages ils vont céder du terrain parce que poussés à bout, ils vont échanger une énorme partie de leur terre du Missouri avec le gouvernement américain, soi-disant en échange de leur protection, sauf que bien évidemment les Ricains n'honoreront jamais cet engagement, et les Osages ne cessent de reculer et de reculer. Fin 1830, ils font face à une grosse épidémie de variole, et les derniers Osages survivants
sont contraints de déménager dans ce qui est actuellement leur réserve en Oklahoma. Sauf que, rappelez-vous, les Osages sont riches, politiquement puissants, et ils parviennent à négocier la propriété de la réserve, ainsi que leur droit d'exploitation de ces terres. En fait, sur le coup, les ricains, ils s'en foutent, parce que pour eux, il n'y a rien à exploiter là-bas. Et il faut savoir que selon ces traités qui leur accordent la propriété de ces terres, donc, les Osages n'ont pas le droit de les céder ni de les vendre. On ne peut que en hériter, et ça va être très important pour la suite de l'histoire. Bon, malgré tout, la galère continue, évidemment. Les Osages ne perçoivent pas leur ration, donc la bouffe que doit leur fournir le gouvernement, étant donné qu'ils ne peuvent pas vraiment produire d'exploitation agricole, ni vraiment gagner d'argent par leurs propres moyens. Et pendant 5 ans, ils ne reçoivent pas à manger. Il y en a plein qui meurent de faim, c'est l'hécatombe, et 50% de la population Osage va mourir à cette période. Malgré tout, les Osages sont, encore une fois, très organisés, très combatifs, et ils vont envoyer une délégation à Washington en 1879. Suite à cela, ils parviennent enfin à recevoir leur approvisionnement et leur rente. Et il faut savoir que c'est la première des Premières Nations à réussir à obtenir ça, alors que des traités étaient supposés leur garantir, mais bref. En 1906, il n'y a plus que 2228 Osages en vie. Sauf que c'est pas fini, parce que quelques années auparavant, les Osages découvrent que sous leurs prairies, il y a plein de pétrole. Et un businessman américain va négocier avec le bureau des Indian Affairs, donc le département gouvernemental qui s'occupe, entre guillemets, encore une fois des natifs, de pouvoir exploiter ce pétrole. Ce qui est accepté, mais en échange, les Osages devront toucher 10% des revenus générés. Dit comme ça n'a pas l'air d'être un truc de fou, mais en fait, les Osages en ont fait un immense profit financier. L'année 1923, par exemple, ils ont eu 30 millions de dollars de redevances à se partager tous ensemble, ce qui équivaut à peu près à 400 millions de dollars actuels, juste en une année. Mais bon, ne croyez pas que c'était la teuf non plus, parce que en 1921, il y a un décret qui est passé et qui a jugé les Osages incompétents dans la gestion de leur argent. Bah oui! Bien évidemment! Et donc, ils ont des tuteurs blancs qui gèrent leurs dépenses à leur place. Pour acheter quoi que ce soit, ils doivent les consulter et leur demander la permission. Ah bah c'est super. Et en plus, vous vous doutez bien que ces tuteurs, ils étaient pas forcément réglo de ouf. Donc entre 1921 et 1925, c'est une période que les Osages appellent le règne de la terreur. Et c'est l'histoire que raconte le film de Scorsese. Parce que ces terres avec plein de pétrole là, rappelez-vous, elles ne peuvent être ni cédées, ni vendues, et seulement héritées. Et donc, vont surgir plein de blancs cupides, avides de profit, qui vont mener des magouilles de mariage toutes pourries, pour pouvoir devenir héritiers Osages, mais aussi, évidemment, des meurtres. On peut même pas dire combien il y a eu de victimes, parce que toutes les morts suspectes étaient littéralement foutues sous le tapis. On concluait à des trucs bidons, genre des ou des accidents, mais sans même jamais chercher, ça le film le montre quand même bien. Et même seulement 5% des morts Osages ont bénéficié d'une enquête. Et ça a duré jusqu'à ce que, encore une fois, les Osages s'organisent, en dépit des drames qu'ils traversent, pour aller à Washington et réclamer qu'on ouvre des enquêtes pour homicide volontaire. Scorsese, à la base, il avait écrit un film sur l'agent du FBI qui avait été envoyé dans le comté d'Osage pour mener l'enquête sur ces meurtres. C'était un film d'enquête policière plutôt classique. Il l'a écrit en s'appuyant sur le bouquin de David Grann, qui s'appelle Killers of the Flower Moon lui-même, et qui est sorti en 2017. Mais il faut savoir qu'il y a aussi de la littérature autochtone qui parle de ce drame et de cette époque. Et si ça vous intéresse, je vous conseille A Pipe for February de Charles Red Cohn. Et d'ailleurs, c'est un des films sur lequel Scorsese s'est appuyé finalement, et notamment pour faire la première scène du film. Mais ça a été dans un second temps. Le livre de David Grann, c'est le bouquin le plus connu qui parle du règne de la terreur. Ça a été un best-seller très vite. Mais sachez que c'est une littérature qui est bannie des écoles américaines parce que soi-disant trop politique. Et la conséquence de ce genre d'action, c'est qu'il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ont subi les natifs. Et même les natifs eux-mêmes sont très gênés, très mal à l'aise de parler de tout ça. Il y a littéralement un tabou. Et de par le fait de ce négationnisme total, Scorsese avait au début plutôt axé donc son film sur l'enquête policière, puisque personne finalement ne mesure vraiment la gravité de l'histoire. Heureusement, il s'est rapproché de la communauté Osage
qui jouait quand même un rôle certain dans cette première version du film. Et là, apparemment, il a complètement changé de scénario. Il raconte que suite à sa rencontre avec les Osages, plus il cherchait à en savoir et plus il était accablé. Et plus il avait de choses à dire et plus son film se rallongeait. Il s'est rendu compte que le fond de l'histoire, c'était même pas vraiment trouver qui a commis les meurtres, mais c'était plutôt de réussir à trouver un blanc qui n'en a pas été complice. Et on est passé d'un film type enquête policière presque un peu bateau à un drame historique et criminel sur la complicité des blancs dans le meurtre des natifs d'Oklahoma. C'est un film qui, historiquement du moins, est plutôt exact. Mais j'ai quand même une question pour vous, pour ceux qui l'ont vu. Est-ce que vous avez trouvé les passages qui montrent la tutelle des natifs assez explicites? Parce que moi je savais que c'était ainsi, donc selon mon prisme ça l'était, mais peut-être que pour un autre public c'était pas forcément clair. En tout cas en parlant avec des connaissances qui l'ont vu, j'ai cru comprendre que c'était pas si évident que ça. Donc je veux bien votre avis, à vous qui avez vu le film et qui regardez ma vidéo. En tout cas, pas mal de trucs m'ont quand même surprise dans ce film, notamment sur l'exactitude avec laquelle certains costumes Osages ont été montrés, par exemple. Et je me suis un peu penchée sur la manière dont le film a été réalisé, et j'ai découvert beaucoup de choses dont on va parler maintenant. Donc ce qui m'a beaucoup frappé dans un premier temps, je vous le disais, ce sont les tenues. La manière dont sont portées les couvertures est significative culturellement et socialement chez les Osages. Par exemple, tel pli, tel motif, telle couleur peut vouloir dire qu'on est en deuil, qu'on a telle position sociale, qu'on est chaman, qu'on est célibataire, etc. Et quand j'ai remarqué que ça n'avait pas l'air d'avoir été laissé au hasard, ça, j'ai été quand même un petit peu étonnée, parce que en général c'est le genre de détail, il n'est un détail que pour nous d'ailleurs, qui passe souvent à la trappe quand un réalisateur blanc fait un film mettant en scène un peuple autochtone. Et surtout que pour les natifs, les vêtements sont un véhicule de transmission de l'histoire, et encore plus post-colonisation, parce que lors de leur exil forcé à travers le pays, ils laissaient souvent tout derrière eux, sauf leurs vêtements, qui de ce fait ont pris une importance symbolique et historique toute particulière. Et donc en cherchant un peu, j'ai découvert que sur le film, une des costumières en chef, qui s'appelle Julie O'Keeffe, est elle-même issue de la culture Osage. Aussi, tous les costumes ont été créés en collaboration avec des artistes et des artisans couturiers Osages. Sachant qu'ils ne sont plus que 5 artisans traditionnels, qu'on appelle des rubaniers d'ailleurs, en fait, on peut dire que tous les couturiers traditionnels Osages ont bossé sur le film. Aussi, on retrouve dans le film la musique de Bullhorn, qui est un groupe autochtone, considéré d'ailleurs comme l'un des meilleurs groupes de tambour pow-wow nord-américains. En fait, on dirait que Scorsese a quand même fait de son mieux pour que dans sa super grosse production, les Osages ne soient pas que des figurants, devant la caméra comme derrière. D'ailleurs, il y a une scène dans ce film qui est très importante, quand les natifs envoient une délégation à Washington et qu'ils sont à la gare. Cette scène, il faut savoir qu'elle a été créée en s'appuyant sur une photo du vrai moment de l'époque. Et en fait, beaucoup de personnes qui ont joué cette scène dans le film sont en fait les petits-enfants de ceux qui se tiennent sur la photo originale. Et apparemment, pour ceux qui étaient là, c'était particulièrement émouvant de jouer ça. Et c'était aussi apparemment particulièrement intense parce que la balance s'est inversée l'espace d'un instant, dans le sens où il y avait des natifs partout, 150, 200 personnes, et les seuls blancs sur place étaient Scorsese et DiCaprio. Et habituellement, dans l'industrie du cinéma, c'est plutôt l'inverse. La casteuse du film, qui s'appelle Renee Haynes, qui se consacre depuis plus de 30 ans maintenant à chercher des talents émergents autochtones, elle explique qu'en fait, c'est compliqué de faire travailler certaines communautés sur certains films parce que y a des lois antidiscriminatoires qui interdisent qu'on sélectionne des gens sur leurs origines ethniques. Mais le truc, c'est que dans la lutte active face au racisme, c'est une entorse à la loi qu'il va falloir faire. Et ça ne permettait pas à la communauté la plus défavorisée des États-Unis d'Amérique de s'extraire un peu de son statut de communauté la plus défavorisée d'Amérique, de gagner de l'argent, d'être représenté, de gagner en visibilité et tout ça. Donc il m'a semblé comprendre qu'il y avait quand même une forme de satisfaction pour la communauté Osage avec ce film, dans le sens où ils ont été impliqués dans la production de façon active, mais aussi parce que les natifs qui ont été castés pour être acteurs sur ce film, donc j'ai lu qu'ils étaient 63 en tout, étaient contents de, pour une fois, pas jouer des stéréotypes, des sauvages, des personnages hostiles ou violents. Et puisqu'on est en train de parler des acteurs, je voudrais aussi vous parler de l'actrice principale, Lady Gladstone, qui joue le rôle de Molly Burkhart, enfin Molly Kylie Cobb, de son vrai nom. Elle est donc elle-même native, d'origine Blackfeet, et selon elle, jouer dans un film pareil, c'est un peu à double tranchant, ce qui va nous amener à la dernière partie de cette vidéo, dans laquelle on va parler des critiques
faites au film. Donc Lady Gladstone, elle a un discours plutôt positif finalement. Ce qu'elle dit, c'est que Scorsese s'est comporté comme un allié, entre guillemets, de la cause native, parce qu'il est dans une position idéale pour se battre contre les stéréotypes. Qui d'autre que lui va pousser les gens à se questionner sur leur propre complicité à la suprématie blanche? Bah oui, Scorsese, c'est vraiment ce genre de personne qui domine, entre guillemets, le monde social. Il est blanc, il est riche, il est américain, il est connu, il est hétéro, il est éduqué. Bref, c'est quelqu'un que les gens écoutent, que les gens voient, que les gens connaissent et surtout reconnaissent. Et lors de la première du film, Lady Gladstone, dans son discours, d'ailleurs ultra classe, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, elle a quand même salué la manière dont le film mettait en valeur la culture et la langue Osage. Mais elle a aussi rappelé qu'on ne parlait pas d'une histoire du passé, qu'on parle d'une communauté bel et bien en vie, et plus important que tout, elle a rappelé que les femmes autochtones assassinées, c'est un fait actuel, toujours existant, et que, encore aujourd'hui, les meurtres de ces femmes ne sont pas traités comme les autres. Ce qui nous amène donc à ce fameux côté double tranchant, et notamment aux critiques de Devery Jacobs, qui est l'actrice star de la série Reservation Dogs, et si vous n'avez pas vu cette série, elle est sur Disney+, et vraiment, faut y aller. Je vous en reparle sur Instagram bientôt. Donc, Devery Jacobs, elle s'est exprimée sur Twitter. D'abord, elle a trouvé que les personnages blancs sont moins développés que les natifs. Et sur ce point, je veux bien votre avis, parce que perso, vers la fin du film, j'ai eu la sensation de justement plus du tout reconnaître les blancs les uns des autres, que c'était tous cette espèce de profil dégueu d'hétéro middle-age blanc, pas très athlétique, cupide, rasé de près, enfin bref, des stéréotypes en fait. Et donc, honnêtement, je les distinguais pas les uns des autres, à l'inverse des personnages autochtones. Mais pour le coup, c'est peut-être très certainement mon prisme anthropologie plus féminisme, donc ça serait cool d'avoir d'autres avis, que vous me dites ce que vous en avez pensé, comment vous avez analysé ça vous. Et aussi, Devery Jacobs, elle revient également sur la cause des femmes autochtones assassinées. Elle a trouvé les scènes très violentes et très dures à voir, elle comprend qu'elles ont un but honorable de choquer, pour dénoncer les horreurs qui ont eu lieu dans l'ombre, mais elle dit craindre en parallèle une banalisation de ces violences faites aux femmes autochtones. Ce qui, je le redis encore une fois, est un très grave problème à prendre très au sérieux en Amérique du Nord. Et si vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers peut-être étonnamment une chaîne de True Crime, celle de la Canadienne Victoria Charlton, qui en parle dans quelques-unes de ses vidéos, qui seront également linkées dans la barre d'infos. Ensuite, on a le chef / porte-parole de la nation Osage, donc Geoffrey Standing Bear, qui a trouvé que le film créait un espace de confiance qui n'existait pas entre le cinéma d'Hollywood et les Premières Nations parce qu'ils ont été écoutés, conviés à participer activement, etc. Et lui, il est très content de ce film. Mais Christopher Coté, le consultant en langue osage du film, lui, il est un petit peu plus nuancé. Et il a fait une déclaration qui sonne très juste en disant qu'en fait, il aurait aimé un film raconté du point de vue des Osages. Sauf que pour lui, il aurait fallu des Osages pour faire cela. En l'occurrence, Scorsese n'étant pas de la nation Osage, il trouve que ce dernier a quand même fait un bon travail de représentation de leur peuple. Sauf que si un Osage l'avait raconté, il n'y aurait pas eu d'histoire d'amour dans tout ça. Parce que comme il le dit, c'est pas de l'amour là, c'est de l'abus et c'est de la violence. Mais bon, j'ai tendance à croire que pour l'imaginaire occidental, les histoires d'amour sont quand même souvent des histoires d'abus et de violence. Sa conclusion, c'est que au final, c'est un film pour les Blancs, pas pour les Osages. Et c'est pas forcément un film pour faire découvrir la culture Osage, mais plutôt un film qui donne l'occasion aux Blancs de se questionner sur leur moralité dans l'histoire de la colonisation américaine. Au-delà de ça, il y a quand même un truc qui m'a un peu embêtée. Les Premières Nations américaines, elles ont toujours eu des organisations politiques très bien rodées, très efficaces, et une capacité à s'organiser en communauté pour mener des actions collectives avec laquelle aucun occidental ne pourra jamais rivaliser. Et si vous voulez en savoir plus, allez lire Pierre Clastre, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les auteurs anthropologues importants. Et donc, je comprends pas très bien pourquoi les Osages, dans ce film, ils sont aussi passifs, voire naïfs en fait. Et honnêtement, j'ai vraiment un doute sur le fait que les Osages étaient si inactifs face aux meurtres de leur communauté. J'ai vraiment un doute quant au fait qu'ils ne savaient
pas vraiment qui étaient les coupables. Et aussi, on a reproché au film de s'intéresser beaucoup plus aux bourreaux qu'aux victimes. Peut-être est-ce pour ça, d'ailleurs, que Christopher Côté trouve que c'est un film pour les Blancs. En fait, c'est un film qui concerne les Blancs et ce qu'ils ont fait aux autochtones. Et je pense que rien que dans le titre, finalement, c'est annoncé. On parle d'un film qui s'appelle Killers of the Flower Moon. Killers, c'est les assassins. Par contre, pour Danette Daniels, une citoyenne Osage, quand bien même la question qui doit raconter cette histoire est parfaitement légitime, la réalité des faits, c'est plutôt qui peut raconter cette histoire au grand public. Aucun réalisateur natif n'aurait obtenu, malheureusement, les 200 millions de dollars alloués à la réalisation du film, qu'on confie par contre les yeux fermés à Martin Scorsese. Mais peut-être que ainsi, certains natifs vont pouvoir arriver sur le devant de la scène du grand cinéma américain. Et finalement, l'espoir derrière ce film, c'est qu'il ouvre la porte aux jeunes générations natives de pouvoir raconter leur propre histoire. Et il y en a un paquet à raconter. Et qu'est-ce que j'ai hâte de voir un film genre sur Thanksgiving du point de vue des natifs. En tout cas, ce qu'on peut dire sur ce film, c'est qu'il ouvre la porte à des discussions non seulement intéressantes, mais surtout importantes. Donc déjà, point positif, il sert à quelque chose. Et une des questions importantes, c'est comment faire pour représenter l'horreur qu'ont traversé les autochtones et dont finalement peu sont conscients, tout en rendant compte du fait que les natifs d'Amérique du Nord ne sont pas qu'un peuple martyr de l'histoire, mais bel et bien des communautés bien vivantes qui ne doivent pas être stigmatisées au passé en chasseurs de bisons des plaines. Les Premières Nations d'Amérique du Nord, dans un imaginaire collectif largement répandu, elles vivent dans le passé. Et on oublie peut-être que ces nations, elles ont traversé l'assimilation culturelle forcée, la destruction délibérée de leur propre culture et de leur savoir, de leur mode de vie traditionnel, l'appropriation de leur territoire et finalement un génocide long, latent, étalé sur des centaines d'années, qu'en plus beaucoup de personnes ne reconnaissent pas et sans que personne ne les défende, et tout ça, ça a des effets encore persistants aujourd'hui. Les natifs meurent de maladies plus jeunes, ils subissent une violence démesurée, un taux disproportionné de pauvreté, de maladies, de dépendance, de suicides, etc. Mais les Premières Nations sont là. Elles n'ont pas été éradiquées au final, ça n'a pas marché. Et même si, selon des études récentes, elles ne représentent même pas 1% du temps cinématographique et audiovisuel, et qu'en plus ce 1% est souvent plein de stéréotypes et de clichés, les natifs ne sont pas des reliques du passé de la colonisation. Je vous conseille encore une fois Reservation Dogs, cette série entièrement produite par des Premières Nations. Et cela m'amène à un dernier point. C'est une citation de Larissa Fasthorse, qui est la première femme autochtone qui a produit une comédie musicale qui est arrivée jusqu'à Broadway et qui dit que les créateurs non autochtones peuvent aider à raconter les histoires autochtones tant qu'ils vont élever dans le sens tiré vers le haut, pas dans le sens éduquer, les communautés dont ils parlent. C'est ainsi qu'ils leur donneront la parole petit à petit. Parce que oui, c'est certain, Killers of the Flower Moon, même si c'est quand même un bon film, il est clairement pas parfait. Sauf que, comme le souligne la critique autochtone Kate Nelson, on est face à un progrès quand même encore jamais vu, parce que c'est sans doute la première fois qu'une super production comme celle-ci se préoccupent du consentement de la communauté dont ils vont parler. Alors maintenant, on ne peut qu'espérer que ce soit réellement une main tendue au cinéma autochtone. Dans nos sociétés basées sur la domination avec une hiérarchie du vivant, il faut se rendre compte que ce sont les dominants qui décident du sort des discriminés. Ceux qui subissent ces formes de domination, à part constater et démontrer les injustices qu'ils vivent, ont une marge de manœuvre assez faible. Et c'est pour ça que les communautés discriminées se regroupent entre elles, quitte à s'exclure un peu pour être un peu plus forts, mener leur lutte, mais aussi un peu moins discriminées. N'oubliez pas, lorsque vous pensez que seuls les concernés doivent mener un combat, que ce ne sont que les dominants, dont Scorsese est un exemple, qui donc décideront ou non, un jour ou l'autre, de remettre en question leur domination, de faire de la place aux autres et de changer les choses. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que je pense que je vous ai dit en cette fin de vidéo, c'était finalement ce qu'il y avait de plus important dans toute la vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait à la chaîne. Je vous mets les liens vers Tipeee et Ulule comme d'habitude dans la barre d'infos pour ceux qui veulent me donner un petit tips pour cette vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram pour connaître toutes les actualités de la chaîne YouTube, être informé quand je vous fais un tournage, quand je vais vous sortir une vidéo, et voir aussi plus de contenu, parce que à propos de Killers of the Flower Moon, je vous prépare 2 mini-vidéos qui seront sur Instagram. On se donne rendez-vous tout de suite dans la barre de commentaires. Et sur ce, je vous dis à très vite
pour de nouvelles ethnochroniques.